tous et aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle série, les pires fails des agents spatiaux. Et oui ça se dit comme ça, je sais c'est dégueulasse. Mais ça se dit comme ça. Donc pour cette série il y aura des épisodes tous les quand j'en ai envie. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus souvent et quel agent spatial vous voulez que je parle. Et aujourd'hui on va parler de la NASA qui a brillé pendant le programme Apollo mais qui a quand même quelques ratés à son actif et je vous en ai sélectionné 5. On commence par un fail qui a été réparé par la suite. Puisque avant de nous donner de magnifiques photos de notre univers, Hubble, qui fut lancé en 1990, présentait une aberration sur l'optique du télescope, ce qui donnait des photos floues, ce qui est un peu con pour un télescope à $1 milliard. La première mission, STS-61, qui a décollé en 1993, a pour but d'ajouter un miroir au télescope avec la même aberration optique mais inversée pour annuler l'effet. Elle emportera également une caméra à grand angle, de nouveaux panneaux solaires et de nouveaux gyroscopes. La mission STS-82 qui a décollé en 1997 s'occupera de changer les spectrographes du télescope et d'ajouter une caméra infrarouge. STS-103 qui a décollé en 1999, dans laquelle le français Jean-François Clairvoy, aujourd'hui président de Novespace a volé, remplacera 4 des 6 gyroscopes qui étaient défaillants et ajoutera un nouvel ordinateur de bord 20 fois plus rapide. Et enfin la dernière mission, STS-109 qui a décollé en 2002, ajoutera une caméra de 3ème génération qui a pour but d'observer les galaxies les plus anciennes, rendant le télescope encore plus performant. D'autres composants sont également changés, comme les panneaux solaires, le système de refroidissement de la caméra infrarouge NICMOS, le revêtement thermique et le système de contrôle d'énergie. Depuis, Hubble n'a eu aucun problème, et heureusement puisque seules les navettes, qui sont arrêtées depuis 2011, sont capables de s'amarrer au télescope pour changer une éventuelle pièce défectueuse. Et oui, la NASA n'a pas fait que briller durant le programme Apollo. En effet, Apollo 13 décolle une Saturn V le 11 avril 1970 et les personnes à bord, Jim Lowell, Jack Swigert et Fred Haise, devaient être les 3e à se poser sur la Lune, après Apollo 11 et 12. Sauf que le 14 avril, alors qu'ils étaient déjà à 321 860 km de la Terre, un réservoir d'oxygène du module de service explosa. Ils ne pouvaient donc plus se poser sur la Lune, mais ils étaient trop loin pour faire demi-tour. Ils ont donc dû faire le tour de la Lune pour être catapultés vers la Terre. Ils se sont donc réfugiés dans le LEM, sauf que l'autonomie de celui-ci est de 45 heures. Et ils vont devoir tenir 90 heures, soit juste le double. Pour économiser la batterie, ils feront tomber la température à 3 degrés dans le LEM et 9 degrés dans le module de commande. Autre problème, le LEM est conçu pour filtrer le CO2 de 2 personnes pendant 2 jours et demi, et là il se retrouve à 3 personnes pour un retour qui durera 4 jours. Ils décident donc d'utiliser les cartouches de filtrage du module de service, mais elles sont carrées alors que dans le LEM elles sont rondes. Ils vont donc faire ce qu'ils appellent la mailbox, qui est un adaptateur fait de scotch, de la couverture d'un plan de vol et de tout un tas d'autres trucs. L'on manquera aussi puisque les piles à combustible qui produisent de l'eau sont arrêtées. Jack Swigert et Fred Haise perdront 16 kg et Jim Lowell en perdra 7. Avant de rentrer dans l'atmosphère, ils larguent le module de service et voient l'ampleur des dégâts puisque tout un côté est arraché. Ils largueront le LEM qui leur a sauvé la vie et rentreront dans l'atmosphère. La rentrée atmosphérique provoque normalement un blackout radio de 4 minutes à cause de l'air ionisé qui entoure la capsule, sauf que là au bout de 4 minutes, il se passe rien. La connexion sera finalement rétablie 87 secondes plus tard. Au final, la capsule se posera comme prévu et tout le monde va bien hormis Fred Haise qui a une infection urinaire. Le réservoir qui a explosé venait du module de service d'Apollo 10 et avait des problèmes de purge, mais les ingénieurs, malgré le fait qu'ils aient détecté le problème, l'ont laissé tel quel. Donc lors de faire la purge avant le décollage, ils ont décidé de faire monter la température pour éjecter l'oxygène par pression. Cette surchauffe a fait fondre les rupteurs de thermostat et a dénudé un grand nombre de câbles. Du coup lorsqu'ils ont lancé le brassage, en vol cette fois, les câbles dénudés ont généré des étincelles dans un réservoir d'oxygène. Oxygène qui je le rappelle est hautement inflammable et du coup ça a fait boum. Bon, je sais que je me répète, mais la NASA n'a vraiment pas fait que briller durant Apollo. Apollo 1 devait être la 4ème mission du programme, mais seulement la première habitée. Cette mission était composée de Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. L'accident ne s'est cette fois même pas produit en vol, mais lors d'une phase de test au sol dans la fusée qui s'est rassuré que tout marche bien. C'est vrai que ça serait con de se rendre compte qu'après le décollage. Il y aura plusieurs incidents durant les tests, mais ce n'est pas ça le problème. À 18h30, Roger Chaffee pousse un cri, puis Edward White annonce qu'il y a le feu dans le cockpit. Le problème vient d'une surtension électrique. Certaines personnes racontent qu'ils ont vu sur leur moniteur Edward White tenter d'ouvrir les coutilles. 6 secondes après l'intervention d'Edward White, on entend Roger Chaffee s'exclamer qu'il y a un incendie vraiment dangereux. Immédiatement après, la coque pressurisée cède car la combustion des gaz a fait monter la pression interne à 2 bars. Des flammes et des gaz de combustion se répandent dans les 2 étages de la tour de service. On entend un dernier cri « Je suis en train de brûler !» puis les communications sont interrompues. Il ne s'est écoulé que 15 secondes depuis qu'Edward White a signalé le début de l'incendie. Quelques minutes plus tard, on tente d'ouvrir les coutilles mais ils sont gênés par l'épaisse fumée qui sort de la fusée. Il faudra par la suite 90 minutes pour extraire les 3 astronautes morts dans l'incendie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la navette était le seul vaisseau habité à n'avoir aucun système d'éjection si ça se passe mal, contrairement à Soyuz qui, si ça se passait mal, avait une fusée juste au-dessus de la capsule qui aurait imprimé 20 G pendant 5 secondes aux astronautes pour s'éloigner de la fusée.
Le 28 janvier 1986, Challenger décolle de la Floride avec à son bord 7 astronautes dont une enseignante, Krista McAuliffe, qui a été recrutée pour enseigner l'espace aux enfants. Sauf que 73 secondes après le décollage, la navette se désintègre. On voit deux traînées qui continuent, ce sont les boosters hors de contrôle qui seront autodétruits peu de temps après. Tous les débris retombent dans l'océan. Une fois sur place, on remarque que le cockpit a été éjecté, mais les astronautes à l'intérieur sont quand même morts. Maintenant, qu'est-ce qui a désintégré Challenger? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait très froid la veille du lancement, en dessous de 0 degré. Les plans d'étanchéité présents dans les boosters n'ont pas résisté à cette température, c'est pour ça que nous avons pu voir de la fumée noire sur l'un des boosters au moment du décollage, puis une flamme sortir de ce même booster peu avant la désintégration. Une accélération a été ressentie par l'équipage qui a été causée par le booster. Ce même booster se serait détaché et aurait percuté le réservoir externe, qui s'est désintégré par la suite. Les forces aérodynamiques causées par l'accélération de près de 20 G, ce qui est bien au-delà des 5 G que peut supporter la navette, auraient terminé de désintégrer le reste de la navette, et ce, une seconde après que l'équipage ait ressenti l'accélération. Cette fois-ci, c'est en 2003, le 7 janvier pour être exact, que la navette Columbia décolle depuis Cape Canaveral pour la mission STS-107 avec à son bord 7 astronautes. 81 secondes après le lancement, une mousse d'isolation thermique de 48 par 29 cm qui pèse environ 800 grammes se détache de la navette. Cette mousse servait notamment à éviter que le carburant refroidisse ou chauffe trop. La navette a ensuite percuté ce débris, ce qui a abîmé le bord d'attaque de l'aile gauche. Le 1er février, c'est l'heure de rentrée. La navette se désorbite et commence la rentrée atmosphérique. Sauf que la partie du bord d'attaque qui est abîmée ne peut plus résister à une température pouvant aller jusqu'à 1500 degrés. Le trou formé dans le système de protection thermique laisse le plasma extrêmement chaud percer le longeron avant de l'aile gauche, qui laisse l'aluminium qui était protégé par ce longeron exposé à de fortes températures, alors que la température de fusion de celui-ci est de 660 degrés. À 8h53, la navette commence à se désintégrer à environ 19 fois la vitesse du son. À 8h59, la navette est entièrement désintégrée, tuant ainsi les 7 astronautes. Donc ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez un conseil, une remarque ou une idée à me donner, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!